La Belle du Lac de Marc Burger. Première partie. Shugborough Hall, Staffordshire, 18 avril 1891. Journal intime de Sir Frederick Henson. J'ai toujours apprécié les promenades près des étangs qu'offrent nos somptueux jardins à l'anglaise. Les affaires ont forcé le père de Marjorie à faire un long voyage à Londres, avec des escales à Liverpool, Manchester et Birmingham, pour négocier les dernières étoffes et lopins de terre qui ont fait sa fortune. Et par dévotion, sa fille a décidé de l'accompagner. Depuis, je ne pense qu'à elle. Son visage hante mes songes, et la sensation de sa délicate respiration le long de mon oreille et de ma nuque me renvoie au souvenir d'extase survenue lorsque nous nous étions retrouvés à l'ombre des colonnes du sanctuaire du jardin familial, entre le lierre et les roses naissantes de ce printemps tant attendu. Ces escapades dans la nature m'apaisent, me donnent l'impression que l'esprit de ma belle est encore là, planant parmi ces insectes qui batifolent, ces quelques canards plongeant dans la mare pour se rafraîchir, tandis que de magnifiques nénuphars longent l'étendue d'eau avec une tranquillité déconcertante depuis le commencement des temps. L'après-midi, pour combler ce manque de stimulations émotionnelles, je me rends solennellement auprès de l'un des monuments les plus singuliers du dédale de notre parc. Une représentation gravée d'un célèbre tableau du français Nicolas Poussin, Les bergers d'Arcadie. On y voit une femme et deux hommes, adossés à ce qui ressemble à un tombeau, sur lequel est écrit « Et in Arcadia ego », évocation latine que l'on peut traduire par « Moi aussi, je suis en Arcadie ». Plusieurs mystères entourent cette œuvre. On raconte que la femme représenterait Marie-Madeleine, le berger un templier, et que le cercueil, oh, si seulement, que cet imposant tombeau serait celui du Christ, qu'il soit loué. Des férus de peinture et d'ésotérisme ont remarqué que cette inscription pouvait également être lue comme l'anagramme de Tego Arcana Dei, soit « Va, je possède le secret de Dieu ». Et sous la représentation gravée, 8 lettres, O-U-O-S-V-A-V et V, sont encadrées par un D et un M. C'est ce fameux code que mes ancêtres tentent de déchiffrer depuis des générations. Le grand Nostradamus lui-même, Cassandre incompris, avait prédit la fin des rois et des princes le jour où ce code serait enfin révélé à l'humanité tout entière. Quand vient le soir avec son lot de lassitude, je dois de nouveau retourner à mes interactions sociales pour faire bonne figure, briller par mon esprit lors du dîner, faire semblant de trouver le gibier succulent, alors que le départ de Marjorie m'a fait perdre l'appétit. Et la nourriture spirituelle ne saurait combler le manque que je ressens. Aucun roman, aucun poète, aucun alexandrin n'arrive à satisfaire ma soif de désir, de plaisir charnel, l'envie de la revoir instantanément, qu'elle se jette dans mes bras, qu'elle me dévore sous une chaleur pâle d'été, dans la plus pure preuve d'amour, loin des conventions chrétiennes et bourgeoises de chasteté et d'abstinence. Cette carence affective n'augure pas de rêves agréables. Et quand vient le crépuscule, je suis seul dans ma vaste chambre, entouré de commodes austères, de guéridons encombrants, de placards impersonnels, de miroirs qui ne reflètent plus grand-chose, et d'un lit, un si grand lit dans lequel je m'enfonce comme dans des sables mouvants, dans les obscurantismes infinis de ma nuitée. La seule chose qui puisse me consoler, qui puisse réconforter un tant soit peu mon âme tourmentée, c'est d'aller me promener dans le parc, lorsque les mésanges ont cessé leur rumeur, près de la rivière Sow et de ses jonquilles, non loin de cette mare entourée de roseaux fébriles, se pliant au moindre zéphyr. L'autre soir, je décidai donc de m'y rendre, comme à l'accoutumée. Je respirais l'air nocturne,
imprégné de senteurs printanières, d'herbes fraîches, de parfums de tulipes et d'humidité apportée par la pluie de la veille. La nuit était belle et calme. Une chouette passa juste au-dessus de moi pour partir en chasse jusqu'au lever du jour. J'observais le battement de ses ailes se déplacer progressivement avant de disparaître derrière quelques vapeurs de brume diaphane. Puis, à l'ombre d'un gros chêne, je pris la décision de m'asseoir tout près de l'eau moirée pour y contempler mon reflet dans la plus grande des mélancolies. La rosée ornait la végétation des alentours de minuscules gouttelettes, semblables à autant de petites perles scintillantes sorties de leurs écrins. J'étais sûr de retrouver cette quiétude des jours insouciants, cette candeur des veillées estivales. Je contemplais le fond du lac. On y voyait quelques poissons, ablettes et épinoches pour la plupart, entre les escarpements de rochers colonisés par la mousse et la vase, au milieu desquels quelques jeunes algues tentaient tant bien que mal de s'épanouir. L'un des roseaux, comme par je ne sais quel enchantement, vint délicatement toucher la surface, dessinant des ondes ovales timides et mal assurées. Le fond de cette étendue d'eau m'intriguait. J'y décelais des reflets dorés, tels une multitude de pièces d'or, le trésor enfoui d'un boucanier, de l'un de ces découvreurs d'Amérique au nom oublié par la mémoire sénile des hommes. Et c'est alors que mes yeux s'ébahirent. J'étais sûr d'avoir vu quelque chose remuer dans le fond. Je préfère dire quelque chose, car une idée aussi insupportable qu'insensée se joua bientôt de mon esprit. Pourtant, cette forme que je voyais progresser vers la surface, je la distinguais nettement à présent. Qu'avais-je là face à moi ? Mes yeux ne pouvaient point me trahir. Pardieu, quelle chimère antique ! Ulysse lui-même, voguant vers Ithaque, n'aurait croisé pareille muse aquatique. Une ondine exsangue, Néréide inespérée, se présentait-elle au jeune Frederick Anson ? Avais-je tant manqué de sommeil pour avoir de telles hallucinations ? Des effluves de mélopée parvinrent ensuite à mes oreilles. Une mélodie douce et apaisante, comme une incitation à la baignade. Un visage féminin apparut. Oui, une belle et sensuelle vision, la peau quelque peu écaillée, squameuse, mais des yeux pareils à deux bronzites envoûtantes, et des lèvres, ô Seigneur, une invitation explicite au plaisir. À croire qu'Aphrodite en personne s'était baignée dans cette modeste flaque. Elle portait autour du cou de minuscules étoiles de mer accompagnées d'oursins juvéniles, pareils aux ferrets de la reine d'Alexandre Dumas. Le corps de cette créature, cette espèce de sirène, si on peut l'appeler ainsi, ondula lentement, puis je la vis émerger des rocs et enfin sortir la tête de l'eau. La douce berceuse se fit plus vive, plus forte, tandis que cette mystérieuse dame se tenait à quelques centimètres de moi, affichant fièrement sa bouche charnue et humide. Puis je sentis deux mains délicates me saisir les oreilles, des doigts palmés qui me rapprochaient dangereusement d'elle. Pourtant, je n'avais pas peur. Je contemplais ses longs cheveux faits d'algues, de branchages et de coraux, un magnifique mélange naturel et bucolique, et la belle m'embrassa de ses lèvres amarantes. Good heavens, je n'avais jamais rien ressenti de tel. Une vague de chaleur s'empara de moi,
Une béatitude quasi indescriptible pour le commun des mortels face à cette créature sortie tout droit d'un pays où fleurit la beauté, des Champs-Élysées ou d'une autre île du plaisir ne figurant sur aucune carte. Quelle volupté! Nos dents s'entrechoquaient légèrement et nos langues se caressaient langoureusement dans ce baiser infini. Je sentais son parfum, cette odeur d'eau salée mélangée à du jasmin et de l'ambre gris me fit miroiter les temples interdits des dieux grecs, les jardins du palais d'Éros dans lesquels l'ingénue Psyché pénètre pour la première fois. J'espérais rêver, je priais pour qu'il ne s'agisse là que d'un songe et non d'une réalité à laquelle je devais me défaire. Tout avait l'air si vrai. Pourtant, après de longues minutes d'étreinte sincère, je sentis les bras de la belle me caresser doucement le cou et les épaules, comme pour me dire adieu, avant de replonger dans l'eau, accomplissement pernicieux de toutes mes appréhensions. La jeune femme me regarda une dernière fois, humectant ses lèvres, puis replongea dans les abysses inexplorés de l'étang. Je ne l'apercevais plus au milieu de tous ces poissons, ces maudites bêtes qui embrumaient ma vision. Elle était partie aussi vite qu'elle était venue, et les vertiges incontrôlables de l'amour véritable m'envahirent. Je sentis les larmes émerger de mes paupières. Comment allais-je désormais supporter l'absence de cette créature de rêve, cet idéal féminin que je cherchais depuis mes plus tendres années ? D'ordinaire, j'avais toujours été peu à l'aise, voire franchement gauche avec le sexe opposé. Mais cette mystérieuse sirène avait désinhibé en moi toutes les craintes de petit garçon, m'avait entièrement fait confiance dans cette embrassade digne des plus beaux romans, des légendes fondatrices des civilisations les plus brillantes. Je me relevai en titubant, voyant pointer au loin les premiers rayons ardents de l'astre solaire, déchirant les dernières vapeurs nocturnes. L'absence de sommeil ne m'effrayait pas autant que la disparition à jamais de ma belle du lac. Je longeais, avec une grande tristesse, les allées pavées menant à notre résidence principale. C'est alors que je revis le monument avec les bergers d'Arcadie, dissimulés par quelques ronces. Soudain, par je ne sais quel prodige, mon esprit, devenu étonnamment industrieux, se mit à fixer cette gravure et à cogiter, à réfléchir. Je m'approchai doucement et sortis mon carnet de notes que je portais toujours sur moi lorsqu'un début de commencement de poésie pertinente venait en moi et qu'il fallait le coucher rapidement sur papier avant qu'il ne s'échappe à jamais. Je consultai ces 8 lettres, O-U-O-S-V-A-V-V, toujours encadrées par ce D et ce M. Je tentais de les additionner entre elles, de calculer les différents écarts qui les séparaient dans notre alphabet, les grands noms de l'histoire dont elles pourraient être les initiales, un verset de l'Ancien ou du Nouveau Testament. Rien à faire, cela ne donnait rien de concluant. Mais au moment où je m'apprêtais à abandonner pour prendre un congé bien mérité, un léger chuchotement parvint à mes tympans. Je me retournai immédiatement, mais ne vis personne. Grand Dieu, j'avais décidément besoin de repos, et vite. Mais le murmure persista. Au départ, je ne parvenais pas à distinguer clairement la langue dans laquelle il s'adressait à moi. Ce n'était pas de l'anglais, mais du latin. Le son me souffla alors la citation suivante. Deus mendacem, Odyssea uber occidens sacrosancta, veni Arcadia vedi. Soit Dieu ment,
l'Odyssée de l'Occident sacro-saint est venue et a vu l'Arcadie. Mais cela n'avait aucun sens. D'abord, parce que Dieu le Tout-Puissant ne ment jamais, qu'il me pardonne d'avoir pensé cette phrase. Je craignais alors d'être en proie à une présence satanique blasphématoire, me menant à ma perte, m'écartant du droit chemin, et dont la mystérieuse créature marine aurait été la plus séduisante et la plus infâme des complices. De plus, l'Arcadie n'était pas une réelle nation, mais un paradis supposé pour les Grecs d'il y a 2000 ans. C'est alors que mon regard se porta sur le doigt du berger, qui montrait clairement le R de l'inscription latine gravée sur le tombeau, « Et in Arcadia ego ». Si l'on retirait ce fameux R, on obtenait le mot Acadia ou Acadie, l'une des anciennes provinces françaises du Canada, que les Anglais avaient rebaptisée Nouvelle-Écosse ou Nova Scotia. C'est d'ailleurs ce que le murmure me souffla en retour. De plus en plus fort, jusqu'à ce que je me bouche les oreilles pour pouvoir me concentrer. Seigneur Dieu, que m'arrivait-il? Lucifer tentait-il de me duper? Ou bien des forces de l'au-delà souhaitaient-elles me révéler les plus intimes secrets de la chrétienté? Que pouvait-il bien y avoir en Nouvelle-Écosse? Le Saint Graal? Le tombeau du Christ? De Marie-Madeleine? L'hypothèse semblait peu probable. Mais pourquoi n'étais-je pas tout simplement resté cloîtré dans ma chambre douillette au lieu de me livrer aux pires plaisirs charnels et aux énigmes les plus insondables venues d'un autre monde? Il était plus que temps que le soleil vienne me délivrer de ces horribles étreintes nocturnes. Oh, Marjorie, ma douce et bien-aimée, comme votre présence aurait été réconfortante face à de telles épreuves.